Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'heure et demie que l'on va partager ensemble. En effet, je vais commencer par me présenter en quelques mots et ça fera le lien avec ce que vient de vous partager Alix juste avant. Donc moi, je m'appelle Marie Sommier et de formation, je suis philosophe, j'ai un doctorat de philosophie. Donc c'est beaucoup à partir de ce prisme aujourd'hui que je vais aborder la question de la transition. On va explorer la question de la transition à travers certains philosophes, mais aussi à travers des concepts. L'idée vraiment de ce webinaire pour moi, et de la démarche philosophique d'ailleurs de façon générale, c'est vraiment de vous proposer un temps de prise de recul, un temps d'introspection. C'est l'occasion, on y reviendra, mais de faire un pas de côté. Et donc d'explorer en effet des choses qui sont probablement assez différentes de ce que vous avez l'habitude d'explorer, mais on va le faire ensemble pas à pas et ça vous permettra, je l'espère, d'aborder les choses différemment. Parce que ma conviction profonde aussi en tant que philosophe, c'est que l'action passe d'abord par la pensée et la conceptualisation, et qu'une pensée clarifiée, étoffée, nuancée, élargie, vous permet finalement d'agir avec plus de justesse et plus de sérénité, parce que c'est aussi ce qui va nous préoccuper aujourd'hui. Donc voilà toute l'approche. Malgré tout, je suis aussi formée à la PNL. Peut-être que c'est un outil que vous connaissez davantage. Pour le dire très très vite, la programmation neurolinguistique, ça consiste en l'analyse et la reproduction des stratégies d'excellence, en agissant notamment sur trois vecteurs qui sont... Ah, il y a un micro qui, je pense, je pense qu'il y a un micro qui n'a pas été désactivé. Donc je vous invite pour le moment à mettre vos micros en off pour que ce soit un peu plus fluide et j'aurai l'occasion de vous donner la parole un peu plus tard si vous le souhaitez. Donc en agissant avec la PNL sur trois piliers, essentiellement les comportements, les émotions et le système de pensée. Voilà pour vous dépeindre un petit peu de là où je viens et puis surtout de là où je vais m'exprimer aujourd'hui avec vous sur les périodes de transition professionnelle. Pour commencer, la première question que j'ai envie de vous poser, et vous pouvez d'ores et déjà me répondre dans le chat, c'est est-ce que en ce moment, si vous assistez à ce webinaire, est-ce que vous vivez une période de transition professionnelle ou même autre en ce moment? Répondez peut-être juste oui ou non dans le chat. Ok, ok. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez me préciser, sans forcément rentrer dans les détails, simplement vous pouvez me donner le contexte. Est-ce que c'est soit un contexte professionnel, est-ce que c'est un changement de poste, une reconversion, enfin une promotion, ou que sais-je encore? Donc dans quel contexte, en un ou deux mots, avec le niveau de précision qui est OK pour vous, simplement m'indiquer où vous en êtes et ce que vous traversez. OK, ouais, reconversion pro, changement de métier. Suite à un burn-out, ok, en effet, les burn-out, c'est aussi des étapes de vie qui vont générer forcément des périodes de transition, reconversion d'un DG à un boulanger, nouvelle formation. Ok, super. Reconversion pro, déconstruire, reconstruire, ça on va le voir, hein. Il y a un vrai enjeu de ce point-là, de ce point de vue-là. J'envisage une reconversion, plan social, ok, top. Pourquoi je vous pose cette question? J'y reviendrai un petit peu après, réorganisation interne, reconversion souhaitée, mais parce que vous aurez l'occasion aujourd'hui d'avoir des temps pour aborder ce que vous êtes en train de traverser, mais je vous en parle juste après. Est-ce que vous pouvez me partager également dans le chat peut-être les challenges, les problématiques ou les questionnements que vous avez sur le sujet de la transition professionnelle? Ou plus largement d'ailleurs sur les périodes de transition, même si aujourd'hui on va se concentrer sur les transitions professionnelles, en réalité vous vous en apercevrez assez vite. C'est un sujet qui parcourt nos vies à de nombreux niveaux et pas seulement au niveau professionnel. Ok, peur du vide essentiellement, ça c'est intéressant. On va aborder hein, comment on habite finalement ces périodes un peu particulières. Cumuler travail, recherche, réorientation, famille. Ok, ouais. Ça, c'est très intéressant parce que déjà dans vos deux réponses, on voit deux polarités fortes de la transition. Soit on peut la vivre comme un vide, soit au contraire, c'est une forme d'accumulation au sein de laquelle on va devoir gérer des tas d'urgences et tout restructurer. Donc c'est deux polarités assez fortes qui parfois d'ailleurs cohabitent.
même si elles semblent assez différentes. Alors, je reprends en même temps vos réponses. Gérer le flou, le fait de ne pas maîtriser la situation, comment réapprendre à partir de zéro, la confiance en soi, peur de faire les mauvais choix, peur d'être seul, ouais, casser le moule, les objectifs seront-ils au rendez-vous, les attentes, m'autoriser un changement d'orientation radical. Ok, très clair. Passer d'un confort certain à pas grand-chose, pression sociale. Ça aussi, on va l'aborder et vous le verrez quand c'est des changements comme ça assez forts qui peuvent générer un changement de statut, que ce soit statut social ou simplement un statut dans ce que l'on expérimente, ça peut en effet venir nous chatouiller pas mal émotionnellement. Ok, super. Merci beaucoup pour vos réponses. Ça me permet de voir aussi un petit peu pourquoi vous êtes là et ce dont vous pourrez avoir besoin. Donc, c'est très précieux pour moi. Ce temps que vous prenez aujourd'hui, ce temps sur la pause déjeuner pour ce webinaire, j'avais vraiment envie qu'il puisse vous servir le plus possible et que, au-delà de ce que je vais vous partager en termes de concept, en termes de réflexion, peut-être en vous proposant des prises de conscience ou des prises de recul, j'avais envie que ce soit l'occasion pour vous de faire un pas de côté dans votre vie, dans une vie où parfois les choses avancent vite, sans qu'on ait le temps finalement de se poser, de prendre le temps de la réflexion et donc, j'avais envie de faire de ce webinaire un moment favorable à l'introspection. Donc, vous le verrez, je vais vous demander parfois d'être un peu actif, c'est-à-dire que je vais vous proposer à 3 reprises au cours du webinaire des petits temps courts d'introspection, à peu près de 5 minutes, avec une série de questions qui seront évidemment en lien avec la thématique ou les concepts qu'on viendra d'aborder et qui vous permettront de vous poser seul pendant 5 minutes autour d'une thématique et de prendre un peu ce temps de recul. Évidemment, vous le verrez, 5 minutes, c'est très court. Ce sont des questions qui peuvent nécessiter un temps long, qui peuvent nécessiter un cheminement. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle le webinaire sera disponible en replay. Si vous avez envie d'y revenir et de vous dire, tiens, ces questions, en 5 minutes, j'ai pas eu le temps d'aborder tous les points ou j'ai pas eu le temps d'aller vraiment en profondeur, eh ben, vous aurez le luxe de pouvoir recommencer, mais en sachant que parfois on est pris dans le flot du quotidien, ça me semblait important de vous permettre malgré tout d'avoir des temps pendant le webinaire pour au moins amorcer la réflexion parce qu'en réalité, si vous l'amorcez, même en arrière-plan, vous continuerez un petit peu à y penser dans les heures et dans les jours qui viennent. Donc c'était aussi l'intention que je posais. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif de ce moment que l'on va passer ensemble va être de faire un pas de côté. Avant qu'on démarre pleinement sur le sujet, je vais vous donner les grandes thématiques que l'on va aborder aujourd'hui dans ce webinaire, ainsi que l'intention un petit peu que je mets derrière chacune d'elles. On va évidemment d'abord s'arrêter sur le terme même de ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une transition? On va essayer de caractériser cette étape particulière. On va essayer de voir comment elle peut se définir et on verra que déjà dans la définition, on a des éléments qui nous permettront de guider un petit peu notre démarche et notre pensée par la suite. Puis, nous irons aborder un concept majeur quand on parle de transition professionnelle, c'est le changement. Comment on fait face au changement? Et ça, vous l'avez évoqué. À quel niveau intervient ce changement? Parce que bien souvent, il y a certes un changement extérieur, mais pas que. C'est aussi l'affaire d'un changement intérieur, d'un bouleversement intérieur et personnel. Et donc, c'est ce qu'on va aller explorer dans cette thématique-là. On ira voir également, parce que c'est tout l'objet pour moi de ce temps que je vous propose aujourd'hui, on ira voir en quoi les périodes de transition sont en réalité des opportunités, aussi challengeantes qu'elles puissent être, aussi déstabilisantes parfois qu'elles puissent être. Malgré tout, ce sont des opportunités à condition, à nouveau, de les regarder sous cette perspective et de savoir quoi en faire, comment les habiter, comment les traverser pour que ce soit, à défaut d'être confortable, que ce soit constructif pour vous. Donc ce sera tout l'objet de cette partie-là. Et enfin, on ira tout de même explorer rapidement une thématique qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'incertitude,
et notamment comment appréhender, comment faire face à l'incertitude. Je sais que ça a été un petit peu évoqué dans les problématiques que vous aviez. En effet, on peut avoir des attentes, on ne sait pas si elles vont être remplies, on peut être dans une forme de flou à l'égard de l'avenir, à l'égard de ce qui va se passer, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ces moments-là? Parce que et on y reviendra, mais votre cerveau et votre système nerveux, eux, adorent ce qu'ils connaissent, adorent ce qui est certain, adorent ce qui est déjà caractérisé. Et donc précisément, quand on est dans une zone où l'inconnu est roi, eh ben, ça peut venir un petit peu créer des tensions internes. Et donc c'est ce qu'on va aller voir ensemble. N'hésitez pas, j'en profite pour le repréciser aussi maintenant. N'hésitez pas si vous avez des questions à les partager dans le chat. J'y répondrai au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà. Sachez que l'idée de ce temps aussi, c'est que je puisse répondre à vos questions éventuelles. Donc sentez-vous libre de les noter. Et je me ferai une joie de préciser un concept ou de répondre plus directement si vous avez une problématique en particulier. Donc le chat, c'est aussi votre endroit pour communiquer pendant que je vous exprime certains concepts. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Mettez-moi un oui ou un non si ça ne va pas. En tout cas, dites-moi dans le chat, ok, vous êtes toujours avec moi, top. Parfait, merci beaucoup. Alors, on attaque tout de suite le programme du jour, à savoir, qu'est-ce qu'une transition? Ce que j'aime beaucoup faire quand je commence à aborder un concept, c'est aller voir, et ça c'est quand même une démarche qu'on fait beaucoup en philo, l'étymologie du mot. En l'occurrence, le terme transition vient du latin et signifie aller au-delà ou passer. Donc, et ça on le ressent déjà, évidemment, la transition, ça désigne ce moment particulier de passage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est bien souvent un passage entre deux activités et en fait, plus précisément, entre deux états stables. C'est-à-dire que la transition, c'est cette zone d'instabilité entre deux zones de stabilité. C'est cette passerelle, parfois aussi cette zone grise qui peut être un peu difficile à saisir. Et c'est en cela qu'elle peut être une zone qui nous effraie ou qui au moins nous déstabilise et nous met dans l'inconfort. Elle peut représenter un vide, et d'ailleurs c'est le terme qui a été utilisé au départ dans vos partages, hein. La période de transition, ça peut être ce vide. Par exemple, si vous êtes dans une transition professionnelle avec une période de chômage ou même une période de formation, parfois on peut l'expérimenter comme un vide dans la mesure où l'on perd un cadre, des repères, un contexte qu'on avait l'habitude de d'arpenter quotidiennement et qui tout d'un coup s'incarne par cette forme de vide. Et parfois au contraire, et c'est ce que vous aviez évoqué aussi dans vos problématiques ou vos challenges à l'égard des transitions, eh bien, c'est une période où on est extrêmement sollicité, où on est presque sursollicité, où il s'agit de tout faire coïncider et où on peut avoir tendance même à devoir se concentrer sur l'urgence. On est finalement pris dans cette nécessité de maintenir les choses dans un état qui est précisément un état d'instabilité. Donc c'est intéressant d'avoir ces éléments à l'esprit. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de prendre un temps de recul pour analyser les deux états qui entourent la transition. Quand vous regardez ce qu'est une période de transition et ce qui la précède et la succède, on pourrait considérer que l'état qui précède la transition est une fin et que l'état qui précisément succède la transition est un début. La transition, ce serait cet endroit entre lequel vous avez fini quelque chose et vous allez commencer autre chose. Donc on est entre la fin et le début, ce qui est un petit peu contre-intuitif dans l'absolu, parce que on a plutôt l'habitude dans la vie de commencer par le début et de finir par la fin. Et bien là, dans la période de transition, on est entre ces deux temporalités un petit peu particulières, et c'est la raison aussi pour laquelle ça peut créer cette sensation de vide, cette sensation d'entre-deux et d'instabilité, quand on observe finalement ce qui entoure ces deux états.
que j'avais envie de vous amener aussi avec cette notion de la façon dont la transition finalement sépare deux états, eh bien, c'est précisément qu'elle est à la fois un lien et à la fois une séparation. La période de transition, c'est ce qui lie deux étapes de votre vie et en même temps, c'est ce qui sépare deux étapes de votre vie. Pourquoi ça me semblait important de vous apporter cette double polarité de la transition? Eh bien, précisément parce qu'on peut avoir tendance à parfois s'enfermer un petit peu dans l'idée que la transition va nous permettre de séparer. C'est-à-dire que j'ai été quelque chose, j'ai fait un métier, j'ai eu un poste, j'ai vécu une situation. La période de transition me permet de séparer cet état avec cette nouvelle réalité, ce nouveau métier, ce nouveau poste, ce nouveau contexte dans lequel je me trouve. C'est intéressant de le penser comme ça parce que ça nous rappelle que la transition va aussi parfois avec une forme de deuil qui peut être vécu de façon plus ou moins intense, hein. Ça peut être un deuil vécu légèrement, j'ai envie de dire, et ça peut être aussi quelque chose qui au contraire va nous renvoyer à une réalité beaucoup plus difficile émotionnellement. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'il y a un deuil. On se sépare de quelque chose dans la transition. Mais je trouve qu'il est aussi parfois nécessaire d'élargir un petit peu son champ de perspective et de se rappeler que cette période de transition est certes là pour séparer deux États, mais aussi pour les lier. C'est un peu le principe d'ailleurs d'une frontière, par exemple, entre deux pays. Elle est certes ce qui fait la séparation, et elle est en même temps le lieu même du lien entre les deux pays. Eh bien, c'est la même chose pour une transition. C'est cet endroit qui incarne ces deux facettes et ces deux polarités. Vous pouvez à la fois le considérer comme un lieu de séparation et à la fois comme un lieu qui vous permet de lier et de créer une continuité. Parce que certes, vous changez peut-être de chapitre dans votre vie, malgré tout, c'est toujours votre histoire que vous écrivez et il y a toujours un lien à tisser entre les deux. Et je crois que parfois, entrer en conscience de cette notion de lien peut nous permettre d'investir différemment la période de transition pour justement aller chercher du lien, en particulier quand on fait, et certains l'ont évoqué, par exemple une reconversion professionnelle qui va demander un grand écart, c'est-à-dire qu'on va passer d'un poste à un autre qui sont très très éloignés, voire d'un métier à un autre. Là, on peut sentir de façon un peu plus forte la séparation, et donc je crois qu'à ce moment-là, il y a un enjeu aussi à aller recréer du lien, à aller recréer finalement euh, presque une trame narrative qui nous amène d'un point A à un point B. Et c'est tout ce que va nous permettre une période de transition. L'un des derniers points, avant-dernier point, que je voulais voir sur cette question de qu'est-ce qu'une transition, c'est quand même de se rappeler que la transition fait intimement partie de notre vie. On vit des périodes de transition à de nombreux moments à l'échelle de nos vies. Et pas seulement dans le cadre professionnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, vous qui êtes connecté avec moi, vous avez déjà vécu des étapes de vie qui ont été des moments de transition. C'est le cas par exemple de la parentalité. C'est le cas également d'un déménagement, même d'un départ en vacances. En réalité, quand vous partez en vacances, il y a aussi une zone un petit peu de transition entre votre quotidien et le début des vacances. Un changement de poste, évidemment, mais là on est dans le cadre professionnel, ou même une rupture amoureuse ou une rupture amicale, une rupture relationnelle, eh bien c'est aussi, va aussi nécessiter une période de transition. Donc la réalité, c'est quand même que des périodes de transition, on en traverse extrêmement souvent et qu'elles font partie de notre réalité d'être humain. Et c'est le dernier point sur lequel je voulais revenir à l'égard du concept même de transition, c'était aussi d'avoir à l'esprit à quel point la notion de transition est indissociable de la notion de temps. La période de transition s'étend sur une période. Elle est finalement ce qui va combiner le mieux le passé, le futur, tout en s'imbriquant, en s'enchevêtrant, pardon, dans un présent. Donc, c'est très particulier le lien que va
entretenir la période de transition avec le temps. Et c'est parfois aussi difficile de noter exactement quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle se finit. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a deux états qui entourent la transition. Néanmoins, ce que vous pouvez certainement ressentir là, c'est que la transition, bien souvent, ne s'amorce pas le dernier jour de votre dernier poste et ne se finit pas le premier jour du nouveau poste, mais qu'elle a commencé souvent en amont et que c'est la phase de transition qui va même parfois générer une décision et donc générer une action et mener à ce dernier jour, et puis que bien souvent, la période d'adaptation qui va suivre finalement les premiers pas que vous allez faire dans un nouveau contexte, eh bien, s'incarne aussi dans cette période de transition. Donc elle est aussi parfois très insaisissable dans la temporalité qu'elle incarne, et c'est ce qui en fait également toute sa profondeur et toute sa richesse. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu une perspective des différentes façons dont on peut percevoir, voir, comprendre ce que représente vraiment une transition. Et peut-être que déjà là, vous pouvez sentir que euh, certaines définitions, certains concepts vous permettent de commencer à faire un pas de côté et de vous dire, tiens, cet élément, peut-être celui du lien ou de la séparation, je ne l'avais pas envisagé autrement et il peut commencer à changer votre regard sur la façon dont vous vivez votre expérience. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se joue précisément dans les transitions en termes d'émotions. Et là, je vais à nouveau avoir besoin de vous pour que vous puissiez me partager quelles émotions vous vivez en ce moment, si vous deviez décrire cette émotion en un mot, face à ces périodes de transition, face à cette période que vous êtes en train de vivre par exemple, quelle est l'émotion ou quelles sont les émotions qui peuvent vous traverser? Inquiétude, peur, doute, ok, c'est intéressant. Là, on est dans des sensibilités assez différentes. Excitation, ok. Déstabilisé, intéressant. Questionnement. Ok, anxiété, certitude, enthousiasme et anxiété alternativement. Ouais, en effet, on peut avoir beaucoup d'émotions qui se court-circuitent, qui se rencontrent, et finalement, c'est la réponse qui nous est partagée juste après, mélange d'enthousiasme et de crainte. En effet, c'est une période ambivalente parce qu'on va vers quelque chose de nouveau, qu'on a envie de vivre, bien souvent. En tout cas, si c'est une transition qu'on a amorcée, dont on est l'auteur, parce que parfois, c'est pas le cas. Parfois, il y a des transitions que l'on subit. Et en même temps, cette crainte et ce rapport à l'incertitude sur lequel on reviendra, sérénité et doute, quête, ok, intéressant, merci beaucoup. Alors, je vais vous partager, là, en quelques mots, et là, pour le coup, on s'éloigne un petit peu de la philosophie et on se rapproche un peu plus de la PNL. Euh, les... en PNL, en réalité, on distingue quelques grandes catégories d'émotions dans lesquelles on pourrait ranger des nuances, des variantes d'une même émotion, et notamment celles que vous avez partagées. Et je vais revenir sur trois grandes catégories d'émotions qui sont plutôt des émotions inconfortables et déstabilisantes parce que j'imagine que quand vous êtes dans une phase d'excitation, d'enthousiasme ou de sérénité, comme là c'était partagé, c'est pas vraiment ce qui vous pose le plus de problèmes et que l'enjeu est plutôt d'aller trouver de l'équilibre dans les moments où l'émotion est inconfortable. Et j'avais envie d'éclairer finalement trois grandes catégories d'émotions pour vous donner peut-être un peu de compréhension sur ce qu'elles peuvent révéler. Les trois émotions qui peuvent être très présentes autour de la transition et qui sont des émotions hyper classiques, vous allez le voir, c'est les suivantes. La première, c'est la peur. Dans la peur, évidemment, on retrouve plusieurs degrés de peur, plusieurs nuances. Vous m'avez parlé d'inquiétude, vous m'avez parlé de doute, de crainte. Toutes ces modalités qui se ressemblent, finalement, on sent que c'est la même fibre émotionnelle, même si elle peut s'exprimer avec une nuance différente ou bien une intensité un petit peu variable, elles font partie plutôt d'une forme de peur. Donc ça, on va y revenir.
La deuxième émotion à laquelle on peut être confronté, qui est visiblement pas celle qui vous traverse le plus là, mais on va y revenir parce que ça peut être lors de certaines étapes, c'est la colère. Et on verra pourquoi, en réalité, la colère, dans les périodes de transition, peut être intéressante à analyser et à comprendre. Bien souvent, ça ne se caractérise pas dans ces périodes-là par une colère féroce, mais bien plutôt par un sentiment de frustration, d'impatience. C'est plutôt ce type de degré d'agacement, notamment si on est un petit peu surchargé. C'est plutôt ce type-là de nuances et d'intensité qu'on va retrouver et qui font penser à de la colère. C'est pas forcément une colère franche et affichée, mais vous voyez un petit peu la caractéristique de cette fibre émotionnelle comme la frustration ou l'impatience. Et enfin, la dernière grande catégorie d'émotions qui peut vous éclairer, eh bien, c'est la tristesse. Et ça, on va y revenir. En réalité, parfois, la tristesse, elle n'est pas immédiatement visible. C'est pas celle qu'on ressent en premier, mais juste après, je vous expliquerai pourquoi. Il est assez normal et assez courant qu'elle fasse irruption à certains moments du processus. Qu'est-ce qu'elle veut dire et comment, à partir de là, on peut avancer. L'idée, c'est de considérer que chacune des émotions que vous ressentez au quotidien euh, est un indicateur. J'aime beaucoup prendre cette image lorsque je, j'exprime en formation les différentes catégories d'émotions et pour que les gens comprennent finalement comment on peut se représenter les émotions. C'est un peu comme les voyants sur le tableau de bord de votre voiture. C'est-à-dire que s'il y a un problème à l'intérieur du système de la voiture, elle va vous donner une indication par un petit triangle jaune, orange, rouge ou bien un autre symbole, peu importe, qui est simplement un indicateur qu'il y a un dysfonctionnement interne d'une intensité plus ou moins importante qui a besoin d'être réglé avec plus ou moins d'urgence. Vos émotions, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ce sont ces indicateurs qui vous permettent de euh, ressentir qu'il y a un dysfonctionnement interne, en tout cas un besoin qui doit être écouté. Et c'est quand on comprend réellement ce que les émotions cachent comme besoin qu'on peut commencer à les aborder différemment. La peur, tout d'abord, c'est finalement assez évident, mais elle nous indique un danger. La peur, son rôle, c'est de nous indiquer qu'il y a un danger immédiat. On est très content d'avoir peur si on est justement au volant de notre voiture, que la voiture devant nous freine brutalement et que la peur nous fait piler d'un coup et donc éviter un accident. À ce moment-là, votre peur vous a averti d'un danger. Donc c'est quand même un très bon allié, la peur. Ce qui est intéressant si vous êtes aujourd'hui en proie plutôt à des émotions de type peur, inquiétude, crainte, doute, même questionnement en fonction de la couleur qu'il prend. Est-ce que c'est un questionnement purement mental et constructif ou bien est-ce que vous sentez que derrière ce questionnement, il y a un petit peu d'anxiété ou d'angoisse? C'est finalement d'aller identifier ce que vous percevez comme danger. L'enjeu va être de se dire, tiens, si aujourd'hui je suis dans cette inquiétude ou dans cette crainte, qu'est-ce que mon système nerveux, qu'est-ce que mon système intérieur perçoit comme un danger dans ce que je traverse? Quels sont les risques? Ça, c'est un des premiers leviers pour aller écouter la peur. C'est-à-dire que pour sortir de l'émotion elle-même, c'est d'aller regarder, tiens, qu'est-ce qu'elle m'indique? Que me dit cette émotion? Qu'est-ce qu'elle me communique? Et si je sais que la peur m'indique un danger, quel risque je suis en train de courir? Pourquoi? Parce que une fois que vous avez identifié le danger, vous allez pouvoir aller travailler à renforcer un sentiment de sécurité intérieure parce que vous allez savoir, finalement, vous allez pouvoir commencer à rentrer en action, à vous dire, OK, est-ce que ce danger est réel ou fantasmé? Parce que la peur, parfois, nous met en contact avec des dangers qui sont complètement imaginaires. Ou bien, est-ce que c'est un danger réel? Auquel cas, quelles sont les ressources dont je dispose, qu'est-ce que je peux mettre en place et de quoi j'ai besoin pour me rassurer. Et finalement, pour rassurer ce système qui est simplement en train de m'avertir que dans l'expérience que je vis, il y a a priori un danger. Ça, c'est pour la peur. Maintenant, la colère, c'est un petit peu moins évident de comprendre ce qu'elle nous indique. Et pour autant, je trouve que c'est une des émotions qui le gagne le plus en clarté quand on comprend
l'élément que je vais vous partager, c'est que la colère a à voir en réalité avec le cadre. Lorsque vous êtes en colère, frustré, impatient, agacé, énervé, peu importe, en réalité, il s'agit d'un cadre qui n'a pas été respecté. L'exemple le plus facile pour comprendre ça, c'est évidemment l'exemple du retard. Si vous êtes agacé parce que quelqu'un de votre entourage, un collaborateur, peu importe, est arrivé en retard, c'est parce que vous estimez qu'il y a un cadre qui n'a pas été respecté. Ce cadre, c'est d'arriver à l'heure ou avec maximum tant de minutes de retard, en fonction de ce que vous considérez comme étant correct, comme étant OK dans votre cadre. Ça vous donne à voir aussi que votre cadre n'est pas forcément toujours celui des personnes qui vous entourent, et c'est ce qui peut donner des frictions. C'est quelque chose qu'on peut beaucoup retrouver dans les relations, notamment dans les relations de couple, ou même si un jour dans votre vie vous avez été en colocation, ou si vous avez vécu avec du monde, quel que soit le contexte. On n'a pas tous le même cadre, et lorsque l'autre ne respecte pas ce qui nous semble être notre cadre, que ce soit pour une question de propreté, d'horaire, peu importe, eh bien finalement, ça nous met en colère. Et donc, ce que nous indique la colère, c'est qu'on a simplement besoin de redéfinir un cadre. Les émotions type frustration, impatience, agacement dans les périodes de transition peuvent parfois émerger plutôt dans les périodes où justement on se retrouve un petit peu dans une zone de vide et où on ne sait plus très bien ce qu'on peut faire, ce qui est possible, et qu'on est dans cette zone un peu floue. Et là, la frustration peut arriver. C'est ce que me partagent parfois les participants lorsque j'anime des formations sur les transitions professionnelles, c'est que dans cette zone de vie, certains me prennent souvent cette image, cette sensation d'être comme un lion en cage. Donc là, on est vraiment dans de la colère et la sensation que le cadre qui est d'avoir par exemple des horaires, de se sentir utile, n'est plus respecté. Et là, à nouveau, l'enjeu, c'est d'aller identifier le besoin pour pouvoir trouver des solutions qui vont permettre d'apaiser cette colère. Et enfin, la tristesse, elle, et là vous allez comprendre pourquoi en période de transition, elle peut être parfois un peu sous-jacente et parfois arriver dans un second temps sans qu'on la voie trop venir, nous indique tout simplement une perte. La tristesse, c'est l'émotion de la perte, c'est l'émotion du deuil, c'est l'émotion de la rupture, c'est l'émotion qui arrive lorsque l'on a la sensation d'avoir perdu quelque chose. C'est la raison pour laquelle, et là il s'agit bien d'une transition, parfois, ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre vie, vous déménagez, vous êtes très heureux de déménager parce que vous avez choisi votre nouveau logement, mais malgré tout, vous pouvez avoir cette sensation de tristesse sous-jacente, simplement parce que vous avez laissé quelque chose, vous avez perdu quelque chose, quand bien même ce que vous gagnez est très positif, il y a tout ce travail de transition justement qui va consister aussi à accueillir cette tristesse et à accueillir le fait qu'on a perdu quelque chose. On pourrait aller bien plus loin et la perte parfois elle se retrouve aussi dans la perte de connexion avec soi, mais en tout cas vous avez compris un petit peu l'enjeu autour de ces trois émotions. N'hésitez pas à me dire hein, dans le chat si à un moment vous avez besoin de précision, si ça va, si c'est clair. N'hésitez pas, je suis en même temps à votre écoute, j'ai toujours un regard sur ce que vous me partagez. Donc, vous voyez en effet que dans les périodes de transition, on peut être en proie à différentes émotions. Là, j'ai considéré aussi que c'était les trois catégories que je rencontre le plus souvent avec des polarités un petit peu différentes. Et il y a évidemment, mais je m'y attarde un petit peu moins, toutes les émotions positives sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui vont vous aider finalement à traverser ces périodes de transition. Pourquoi évidemment elles sont déstabilisantes? Elles le sont aussi, et c'est ce qui va nous amener à la thématique suivante, parce qu'elles vont nous contraindre à déstabiliser notre quotidien, notre routine, ce que l'on connaît. Or, ce sont précisément les choses qui nous permettent d'être rassurés. Ce sont tous ces repères que l'on a dans la vie et que l'on peut perdre complètement au moment d'une période de transition. Et justement, tout l'enjeu d'une transition va être d'apprendre à faire face à ces changements. Et vous l'avez compris, c'est ici que l'on bascule sur la thématique du changement.
Et très bientôt, je vous proposerai un premier petit temps d'introspection pour que vous puissiez commencer à digérer les informations et à les mettre un petit peu euh, au regard de votre propre expérience. Alors, le changement, il peut se produire à plusieurs niveaux. La première chose et qui est assez évidente et que vous vivez certainement de façon très claire sans que j'ai besoin de revenir vraiment dessus, c'est que nous avons un contexte extérieur qui se modifie. Et donc, parfois, il y a une nécessité de gérer les urgences, gérer les priorités, réorganiser à l'extérieur de soi, parce que finalement, le schéma habituel se redessine. Donc ça, c'est un changement extérieur. C'est celui qui peut générer parfois une charge mentale importante, et donc quelques difficultés de cet ordre-là. Néanmoins, c'est souvent pas lui qui est le plus bouleversant, parce que ça, vous avez les ressources pour le gérer. L'autre type de changement qui me paraît intéressant et qui lui peut être un petit peu plus bouleversant, c'est le changement identitaire que ces périodes de transition peuvent créer chez vous. Alors, évidemment, ça peut être plus facile de l'avoir à l'esprit lorsqu'on fait une transition avec une reconversion professionnelle où on va venir se redéfinir complètement. Par exemple, si je me souviens bien au début, il y avait cette idée de passer de DG à boulanger. J'espère que j'ai pas mélangé plusieurs de vos réponses, mais il me semble que c'était ça. Et bien là, précisément, on change de statut, on change de métier, et donc ça peut générer une forme de changement identitaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va falloir jouer à la fois avec la construction intime que l'on a de notre identité, et c'est ce qu'on va aller explorer juste après avec un premier exercice. Et en même temps, le monde aussi qui nous entoure, lui, est habitué à une image de ce que nous sommes, à une place, à un statut, à une représentation, à une perception d'une partie de notre identité qu'il va falloir peu à peu reconstruire et redéfinir. Donc c'est très intéressant parce que quand on analyse le concept d'identité, on se rend compte qu'il y a c'est vraiment ces deux polarités. L'identité, elle est à la fois vécue intérieurement, vécue personnellement. Il y a ce que vous comprenez et ce que vous définissez de votre identité. Et puis, il y a ce que les autres, ce que votre entourage perçoit, comprend, ressent de votre identité. Et parfois, entre les deux, il peut y avoir une petite tension. Et les périodes de transition, qui sont précisément des périodes où l'on va, et c'était les termes qui étaient utilisés tout à l'heure, déconstruire et reconstruire, eh bien, peuvent renforcer cette tension entre qu'est-ce que l'on perçoit de moi, comment on me définit et comment je me définis, comment je crée mon identité à un moment en particulier où l'altérité fait partie de nous. C'est-à-dire que l'identité, si j'en reviens aussi à l'étymologie, ça vient du latin idem. J'ai pas besoin de vous expliquer beaucoup ce que ça signifie. C'est l'idée d'être le même. L'identité, le concept même d'identité, désignerait une forme de stabilité. C'est ce qui fait de nous qui nous sommes et c'est ce qui fait que aujourd'hui ou demain, je suis la même personne. Et précisément, la transition est une période d'altérité, donc de différence, c'est-à-dire que je fais cohabiter, je vais d'un point A à un point B, je fais cohabiter des réalités différentes et je me les réapproprie pour recréer une forme d'identité. Donc c'est quand même très particulier quand on l'envisage comme ça, comme moment à l'échelle d'un individu. Alors, maintenant, ça va aussi, et ça peut être un questionnement un peu plus philosophique que vous pouvez aborder intérieurement, que les philosophes ont déjà largement arpenté, c'est que l'identité, finalement, qu'est-ce que c'est? Comment définir l'identité? À partir de quoi pouvons-nous définir notre identité? C'est tout un pan de la philosophie que j'ai pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais qui évidemment pourrait aussi être questionné à l'échelle finalement des transitions. Et justement, pour qu'on aborde un petit peu plus la question de l'identité, je voulais simplement vous partager une citation d'un philosophe, c'est Kierkegaard, qui nous dit: «Devenir ce que l'on est, c'est le mouvement par lequel l'individu dépasse l'angoisse de la transition.» Et j'aime beaucoup cette idée. Alors déjà, on retrouve cette expression qui est quand même assez célèbre en philosophie et qu'on retrouve un petit peu ailleurs aussi, l'idée de devenir ce que l'on est, c'est-à-dire que l'identité pourrait être une forme de quête,
je vais à la rencontre de qui je suis, je le deviens, je l'incarne, comme s'il y avait deux polarités de mon identité. Il y a ce que je suis profondément, et puis il y a ce chemin pour y parvenir. Mais également la nécessité finalement de traverser le vertige de la période de transition pour précisément se rapprocher de soi et se rapprocher de son identité. Donc c'est pas simplement de traverser la transition en changeant, mais en assumant la responsabilité de sa propre existence. Donc j'aime beaucoup aussi cette idée et j'avais envie d'initier un petit peu votre réflexion à partir des mots de Kierkegaard que je trouve particulièrement éclairants ou en tout cas qui ouvrent quelques portes. Ce que je vais vous proposer désormais, c'est que je vais afficher à l'écran une série de questions que je vais très rapidement vous commenter pour que vous compreniez aussi un petit peu l'intention derrière chacune d'elles. Et je vous donnerai à peu près 5 minutes, je mettrai un petit chrono de mon côté pour que vous puissiez commencer à les arpenter et peut-être à noter. Vous pouvez prendre une feuille et un crayon ou simplement un doc Word si vous préférez, peu importe. En tout cas, c'est sympa d'avoir un support écrit, mais vous n'êtes même pas obligé. Et simplement d'explorer un petit peu ces questions et de voir les réponses qui apparaissent. Donc, les questions sont assez simples, néanmoins, c'est des questions qu'on ne se pose pas si souvent en réalité. La première catégorie de questions, c'est qu'est-ce qui vous caractérise aujourd'hui? Quels sont les éléments qui font de vous qui vous êtes? Comment vous décririez-vous? Où vous en êtes en termes d'identité? Plus largement, qui êtes-vous? Si vous deviez le donner en quelques mots. Évidemment, ça restera entre vous et vous-même, donc sentez-vous libre dans cet exercice. Deuxième question, c'est à quel niveau le changement qui est vécu en ce moment est-il en train de redessiner une partie de ce qui vous êtes? Qu'est-ce qui se joue pour vous? À quel niveau de votre identité? Qu'est-ce qui est défini? Et enfin, et je trouve ça très intéressant, qu'avez-vous envie ou besoin d'incarner aujourd'hui pour traverser ce changement? Pour que vous compreniez cette question, je vais vous donner un exemple. Si par exemple la transition que vous traversez aujourd'hui nécessite de monter d'un point de vue hiérarchique, par exemple vous devenez manager d'une équipe ou peu importe, il va y avoir un enjeu certes à obtenir éventuellement ce nouveau poste, cette promotion, et donc à un moment vous allez de fait euh, par le statut acquérir cette identité. Néanmoins, vous sentez bien également qu'il va y avoir quelque chose qui va se jouer de l'ordre de la posture, de ce que vous dégagez, de ce que vous incarnez. Et donc, c'est un petit peu ce que je vous invite à aller explorer dans cette question, c'est en vue de cette nouvelle identité que vous voulez incarner, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de transformer quelque part pour vous aligner avec cette nouvelle identité. Donc je vous laisse explorer pendant 5 minutes ces trois questions. Je vais mettre un petit chrono de mon côté, je vous dirai quand le temps est fini. Et moi, je vais couper mon micro. En revanche, je reste disponible dans le chat pendant les 5 minutes. Si vous avez une question, je vous répondrai par écrit pour pas troubler le moment d'introspection des autres. Donc je vous laisse pendant 5 minutes pour explorer toutes ces questions, ou bien au moins celles qui vous appellent là maintenant.
Alors, je vous invite à revenir avec moi. Vous pouvez simplement me dire dans le chat déjà si vous êtes là et peut-être comment vous avez vécu un petit peu ce temps d'introspection. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru faciles, pas faciles? Est-ce que ça a ouvert des portes? À nouveau, c'est ce que je vous disais, c'est que là, 5 minutes, c'est très très court et c'est des questions qui mériteraient une exploration. Vous pouvez très bien les avoir à l'esprit et aller vous promener ce soir ou sur un trajet que vous avez l'habitude de faire et simplement les laisser aussi un petit peu prendre de l'espace. Mais c'était important pour moi que aujourd'hui, si vous consacrez 1 heure et demie aux périodes de transition, vous puissiez avoir l'opportunité déjà d'amorcer individuellement euh, une étape de l'exercice et que finalement vous ne soyez pas simplement dans la digestion d'informations, mais que vous puissiez vous en emparer. Donc je vous laisse me partager dans le chat un petit peu vos retours. Ok, plus difficile la troisième question. C'est normal parce que c'est peut-être c'est une question aussi à laquelle vous allez peut-être répondre plus facilement le jour où la transition sera déjà opérée et où vous aurez des indices un petit peu sur ce que vous avez besoin finalement d'incarner comme nouvelle identité. Mais donc, ça, je comprends que en fonction du stade de la transition aussi, il puisse y avoir des étapes. Et puis peut-être qu'elle a besoin aussi de faire un petit peu de points en arrière-plan. Donc, il faut laisser aussi parfois les questions infuser. Mais je comprends qu'elles soient un peu plus délicates. Et en même temps, c'est aussi une des plus puissantes si on prend le temps. Et en 5 minutes, c'est évidemment un petit peu court. Questionnement très fructueux, super. Question 2 et 3 j'imagine, peuvent pas mal évoluer selon l'endroit où on en est de la transition. Oui, c'est effectivement ce que je partageais, c'est que les choses vont évoluer. L'idée, c'est que vous les ayez aussi à l'esprit. Ce fut agréable et ceci m'a fait beaucoup de bien, comme ma reconversion a commencé il y a 1 an. Je réalise que malgré la peur qui subsiste toujours, j'ai bien avancé. Exactement. Pas mal pour identifier des blocages, oui, aussi. Mais en effet, ces temps d'introspection, ils sont à mon sens importants dans la mesure où, lorsque l'on vit les choses, on n'a pas le temps de les analyser et parfois on ne se rend pas compte du chemin parcouru. Or, c'est parfois primordial simplement de se poser quelques instants et vous voyez que là déjà en très peu de temps on amorce quelque chose pour regarder, pour prendre un temps d'observation de soi et donc c'est ce que j'avais envie de vous proposer. Merci beaucoup pour vos retours. Il y aura encore 2 autres petits temps d'introspection comme celui-là juste après, mais il faut qu'on avance. Pour finir sur la question de l'identité, je souhaitais vous partager aussi une citation de Paul Ricoeur, qui est un des grands penseurs quand même de l'identité, notamment avec son concept d'identité narrative. Donc, il nous dit, l'identité narrative est celle d'un être qui ne se reçoit pas tout fait, mais qui se construit en racontant son histoire. On est vraiment au moment où il va conceptualiser tout ça, à une étape aussi de la philosophie, où parfois l'identité est vue comme quelque chose de substantiel, d'immuable. Et Paul Ricoeur va prendre le contre-pied et va aussi réfléchir à la façon dont l'identité se raconte, dont elle s'inscrit et s'écrit à travers le temps, à travers le langage. Et c'est aussi précisément ce que vous êtes en train de faire. Et en ce sens, les périodes de transition vont participer à la construction de votre identité et vont être même déterminantes. Là où elles peuvent parfois, les périodes de transition, être vécues comme des pertes d'identité, eh bien, l'idée, c'est là d'aller les considérer comme précisément des lieux d'écriture de votre identité ou de réécriture, de réadaptation, qui s'inscrivent dans une histoire bien plus vaste qui est la vôtre. Donc j'avais envie d'attirer votre attention là-dessus et d'amplifier un petit peu la démarche qui a été abordée ici. Et enfin, sur la notion de changement, je voulais aussi revenir avec une citation que vous connaissez probablement, qui est quand même un des grands classiques, une citation d'Héraclite qui nous dit: On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Pourquoi je voulais vous partager ça? Parce que parfois on a tendance à opposer une forme d'immuabilité à la notion de changement. Et il y aurait cette idée que les choses qui ne bougent pas, qui ne changent pas, sont rassurantes. Or, précisément, le changement, c'est peut-être la seule certitude que nous pouvons avoir sur nous et sur la vie. La vie est un mouvement perpétuel et est un changement perpétuel. On pourrait se poser des tas de questions à l'égard
de cette prise de conscience? Est-ce que même nous sommes les mêmes que la veille? Est-ce que nous sommes les mêmes que la seconde qui nous a précédés? Est-ce que je suis une continuité entre tous les états de moi-même ou est-ce que je suis sans cesse en train de changer? Et c'est l'idée vraiment avec cette métaphore, c'est l'idée que l'eau du fleuve s'écoule perpétuellement et que nous-mêmes, nous changeons aussi d'un instant à l'autre. Et donc la période de transition est finalement ce qu'il y a de plus naturel, de plus commun, de plus habituel, si ce n'est que nous allons peut-être la vivre parfois avec un petit peu plus de difficulté, mais elle est synonyme de mouvement. Même quand elle est parfois vécue comme un vide, elle est finalement une étape où on sort de cet état où on peut être figé pour aller vers plus de mouvement. Donc c'était simplement une petite parenthèse pour aussi aiguiser un petit peu votre goût du changement dans cette période où les choses bougent et où parfois c'est un petit peu inconfortable. On arrive à la partie suivante que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, à savoir que les périodes de transition sont des opportunités et nous le vivons pleinement aujourd'hui. En tout cas, j'espère sincèrement que c'est ce que vous arrivez aujourd'hui à ressentir dans les minutes que l'on passe ensemble. C'est à quel point les périodes de transition sont propices pour revenir à l'essentiel, pour redéfinir, pour redessiner, pour faire un pas de côté, pour penser. Finalement, quand on est en période de transition, et par exemple quand on est en reconversion professionnelle, parce que certains le partageaient, on va être obligé à un moment donné de sortir du mode pilote automatique. Déjà, lorsque l'on prend la décision d'un changement, on sort de ce mode pilote automatique. On sort de ce mode finalement assez figé pour s'engager dans quelque chose de nouveau, dans un renouveau. Et donc, on va remettre de l'attention sur ce qui nous a toujours paru évident. On va se mettre à le questionner. Et or, précisément, c'est ce qui définit la démarche philosophique. Et donc, probablement que pendant les périodes de transition, on devient naturellement un peu philosophe parce qu'on se met à questionner l'existant, à questionner l'évidence et à aller reconstruire finalement notre réalité, la remettre en perspective. Et donc, c'est tout l'enjeu aussi de ce travail que l'on aborde ensemble. Alors, ces opportunités, on va les voir à travers deux volets principaux. Le premier, c'est que c'est une opportunité de faire un bilan. Euh, Parce que parfois, dans le flot de la vie, dans le flot du quotidien, on n'a pas le temps de prendre un temps de recul. On laisse le passé un petit peu derrière nous. Euh, et d'ailleurs, quand on entreprend un changement, il peut être un peu tentant de tourner la page, de laisser le passé de côté et de se concentrer exclusivement sur l'avenir. Or, précisément, même si cette posture, elle est parfois nécessaire pour aller de l'avant, euh, le passé peut aussi, en tout cas, aller à la rencontre de son passé, peut être particulièrement utile et constructif parce que ça va nous permettre d'acquérir une forme de nouvelle sagesse. Et c'est toute la différence entre une expérience seule, ça c'est une expérience que vous vivez qui va vous donner un souvenir, et une sagesse acquise par expérience. D'ailleurs, vous pouvez le sentir parfois, alors peut-être parfois pour vous-même, mais parfois non, pour son entourage, c'est un peu plus facile de voir ce qui dysfonctionne, mais on peut s'apercevoir que certaines personnes répètent systématiquement les mêmes démarches, les mêmes erreurs, et n'en tirent aucune leçon. Eh bien, typiquement, on est dans un cas où l'expérience est vécue, en revanche, aucune sagesse n'est acquise à partir de cette expérience. Et c'est tout le bénéfice, à mon sens, de faire un bilan, c'est d'apprendre à s'observer avec un regard presque extérieur, parce qu'évidemment, on est quand même un petit peu biaisé et que on est conscient que c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous regarder. Mais donc, l'enjeu, c'est d'apprendre à s'observer soi-même, et c'est précisément l'une des clés en matière de démarche introspective et ou philosophique. C'est d'entrer dans cette démarche de conscience de soi. Donc je vous propose à nouveau de prendre 5 minutes pour répondre aux questions suivantes, qui vont avoir plutôt pour vocation de faire un bilan. Elles sont un petit peu plus classiques peut-être. Première, c'est qu'est-ce que je garde de qui j'ai été et qu'est-ce que je laisse à mon passé. Là où j'en suis, quels sont les éléments que j'emmène avec moi et qu'est-ce que je laisse de côté.
Quelles ressources, quelles compétences ai-je acquises et qui me seront utiles dans le prochain chapitre de ma vie? Ça, c'est encore plus intéressant quand, a priori, les deux étapes de la transition, le avant et le après, sont radicalement différentes. Aller faire cet effort de chercher de la similitude dans les ressources ou les compétences nécessaires, ça va permettre de recréer du lien là où on voit de la séparation. Comment je fais cohabiter ce que je suis, ce que je serai et ce que j'ai été? Comment je fais le lien finalement entre ces différentes facettes de qui je suis? Comment j'écris ce récit? Comment j'écris mon histoire? Et finalement, parce que c'est aussi ça l'enjeu d'un bilan, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ce domaine de vie dans lequel je traverse une transition, là par exemple une transition professionnelle, qu'est-ce qui est primordial, quels sont mes importants, et en réalité ça nous amène à frôler un petit peu ce qu'on appellerait un système de valeurs, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en tout cas, qu'est-ce qui est fondamental pour moi aujourd'hui et que je veux conserver, ça nous ramène aussi à la première question, donc vous voyez aussi comment cette démarche peut s'imbriquer. Je vous laisse à nouveau 4-5 minutes pour prendre le temps d'explorer un peu les questions, d'amorcer, et puis on se retrouve juste après, et à nouveau, je suis disponible dans le chat si vous en avez besoin.
Alors, je récupère doucement votre attention et en même temps, je vais répondre à l'oral à la question qui vient d'être posée dans le chat. Sur la dernière question dans ce domaine de vie, est-ce que vous pouvez préciser le périmètre? Finalement, si la transition s'opère dans un domaine professionnel, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie professionnelle? Si c'est dans votre vie familiale, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie familiale? Quelles sont les grandes valeurs, les grands principes, les choses qui sont primordiales pour vous et que, si on va un peu plus loin, vous allez désirer maintenir ou bien remettre en avant, parce que ça peut être des choses qui ont manqué dans les précédentes expériences, dans la prochaine étape de vie. Est-ce que ça répond à la question? Alors, et si vous voulez les autres me partager un petit peu comment ça s'est passé, super. Comment ça s'est passé pour vous, ce deuxième petit moment d'introspection, et puis on avancera, parce que j'ai encore pas mal de petites choses à vous dire dans les 20 minutes qui nous restent. Donc n'hésitez pas à partager. Et puis je prendrai la suite. N'hésitez pas aussi si vous voulez prendre en photo le diapo pour avoir les questions. Le replay sera disponible la semaine prochaine. Mais si vous voulez avoir les questions euh, à portée de main, n'hésitez pas. Très dur, je garde les dernières questions pour plus tard. Ouais, en effet, ça peut demander un petit temps. C'est pour ça que parfois, ça peut être des questions qui vont vous occuper pendant quelques jours. Euh, Parfois aussi, ça peut être plus facile d'aller les chercher dans l'échange. Donc, si vous avez envie de faire cet exercice avec quelqu'un autour de vous et de faire fonctionner la pensée à partir de l'échange, ça peut aider également. Mais c'est des questions qui, en effet, peuvent être un peu parfois difficiles. Donc ça, je le comprends complètement et c'est normal et ça fait aussi partie du processus. Très intéressant, ok, super. Eh bien, écoutez, on va continuer à avancer et à cheminer ensemble. Ce sont les premières étapes pour structurer son projet pro. Oui, l'étape du bilan, elle peut arriver aussi assez au début d'une période de transition. Alors là, évidemment, vous n'en êtes pas tous à la même étape. Donc il y a des questions qui peuvent être moins pertinentes ou que vous avez déjà expérimentées, traversées, et puis d'autres qui vous seront plus utiles. Donc c'est à vous de voir aussi en fonction de là où vous en êtes ce qui sera le plus pertinent. Donc j'avance un petit peu. On va en arriver maintenant à la deuxième opportunité que nous offre la période de transition. Donc c'est certes de faire un bilan, mais aussi d'aller créer de la nouveauté. Pourquoi? Parce que les habitudes que vous avez dans votre vie ont besoin de repères. Ah, super Mathieu, si ça peut apporter des éclairages. Merci pour ce retour. L'habitude a besoin de repères. Or, précisément, vous allez les perdre en période de transition. Ce que vous pouvez observer, par exemple, c'est que si vous avez certaines habitudes chez vous, que ce soit, je sais pas, des habitudes alimentaires, des habitudes très concrètes, une certaine habitude par rapport à votre activité physique, au sport ou autre, si vous changez d'environnement, vous partez en vacances, vous êtes en déplacement professionnel, naturellement vos repères sont différents et certaines habitudes, celles qui ont le moins d'importance pour vous, bien souvent, euh, eh bien, vont se s'étioler un petit peu, vont disparaître et vous n'allez pas réussir à les maintenir. Or, les périodes de transition peuvent avoir un peu le même effet. Et dans ce cas-là, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre et nous obliger à questionner nos habitudes et éventuellement à repenser notre routine. C'est intéressant aussi parce que... Ah, et je réalise qu'il y a une petite coquille sur le diapo, je corrigerai pour l'habitude qui a besoin de repères. Euh, la routine, donc, elle a l'immense mérite de vous libérer l'esprit, de vous permettre de vous sentir plus en sécurité. Et donc, finalement, dans les périodes de transition, il va y avoir ce double jeu, à la fois d'aller déconstruire certaines habitudes et en même temps de faire parfois cet effort de maintenir un ensemble de repères et de maintenir une routine, de créer des espaces qui vont vous permettre de vous sécuriser. Tout l'enjeu finalement va être de restructurer un petit peu votre quotidien pour qu'il soutienne votre transformation, qu'il soutienne votre transition, et en même temps que cette même routine soit précisément questionnée par la période de transition que vous vivez.
Donc c'est un double mouvement dans lequel à la fois on interroge ce qu'on a toujours fait de manière automatique et en même temps il s'agit assez rapidement de se recréer de nouveaux automatismes pour justement se créer une zone de sécurité, des espaces de sécurité dans lesquels le quotidien va pouvoir se dérouler. Et donc, c'est la dernière exploration d'introspection que je vais vous proposer, qu'on va faire peut-être en plutôt 3 4 minutes pour que j'ai le temps après d'aborder vraiment bien la question de l'incertitude, parce que je sais que c'est souvent au cœur de vos préoccupations. Donc, je vous partage le temps d'introspection suivant. Cette fois, je vais vous proposer, une première question à savoir que puis-je mettre en place de nouveau dans mon quotidien. Donc c'est cette première étape de questionner et redéfinir sa routine. Aujourd'hui, si vous êtes en plein changement, c'est génial, vous allez pouvoir créer de la nouveauté. Et donc, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui? Quelles sont les actions que j'ai envie d'entreprendre et que je n'ai pas jamais eu l'occasion de mettre à l'honneur? Là aussi, peut-être par exemple que ça fait des années que vous vous dites que vous avez envie que le sport, une activité artistique ou autre prenne de la place dans votre vie. Eh bien, c'est peut-être précisément dans ces moments de transition qu'il va être temps de leur donner une place. Et enfin, de quoi ai-je besoin pour soutenir mon quotidien? Quels petits espaces puis-je créer pour maintenir un équilibre? Ça peut être des choses très simples. Peut-être que vous avez besoin d'un temps, je sais pas, de méditation ou autre. Peut-être que vous avez besoin de... Ah, je pense qu'il y a un micro qui a été activé. Super, merci. Est-ce que vous avez besoin de moments euh, pour justement faire le vide dans votre journée? Est-ce que vous avez besoin de moments de bilan comme ce qu'on a vécu aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin de mettre dans votre agenda des moments d'introspection? En tout cas, de quels espaces vous avez besoin aujourd'hui qui vont vous permettre de maintenir un équilibre et de soutenir votre transition. Donc je vous laisse à nouveau quelques minutes avec ces questions et je suis toujours disponible dans le chat si vous en avez pendant ce temps-là.
Alors, je vais récupérer votre attention progressivement. Vous pouvez simplement m'indiquer dans le chat si vous êtes toujours bien avec moi. C'était le dernier temps un petit peu consacré à l'introspection là de, euh, de notre moment. En effet, le contexte familial est parfois déstabilisant. Euh, alors, donc, top. Évidemment, c'est assez court les temps que je vous propose et c'est des questions à nouveau qui peuvent vous prendre du temps. Donc n'hésitez pas à prendre à nouveau ce temps-là. Si vous sentez que ces questions-là peuvent ouvrir des portes et qu'elles commencent peut-être à ouvrir certaines choses, à permettre des prises de conscience, prenez le temps de le faire. Là, j'avais à cœur que vous ayez déjà le temps d'amorcer parce que quand on a commencé, si on commence à voir que ça pourrait être intéressant, c'est plus facile d'y revenir par la suite. Donc c'était tout l'enjeu. Je vais terminer mon propos dans les 10 minutes qui restent, notamment autour de l'incertitude, parce que c'est quand même un des grands sujets qui peut nous occuper dans les périodes de transition, parce que l'incertitude, c'est quand même quelque chose d'extrêmement déstabilisant. En général, on n'aime pas trop ça, on préfère savoir, on préfère être sûr, on préfère être certain. Euh, mais l'incertitude, on le verra juste après, c'est aussi un bel espace de créativité et d'innovation. Mais j'y reviens juste après. Je vais vous partager ce qui est pour moi un des enseignements à la fois les plus puissants et peut-être parfois aussi les plus frustrants, je vous l'accorde, de la philosophie, mais qui peut vraiment vous aider si vous en prenez la mesure et toute l'ampleur à traverser ces périodes de transition et notamment à faire face à l'incertitude. Comment on fait face à l'incertitude? Eh bien, en remettant son attention sur ce que l'on peut contrôler. C'est très très classique. En philosophie, ça nous vient des philosophes de l'Antiquité, des philosophes grecs. On en trouve notamment chez Épictète, qui est un des, quand même des figures majeures sur ces questions-là, euh, qui est d'être capable de distinguer en permanence ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Dans l'absolu, ça paraît toujours très très simple. Quand j'aborde ce sujet-là en formation, en général, on me dit que bah oui, c'est évident, évidemment, qu'il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Dans les faits, vous pouvez réfléchir au nombre de fois où vous avez été submergé par l'émotion, plutôt une émotion type colère, frustration, agacement, alors que vous étiez dans un métro à l'arrêt et en retard pour un rendez-vous important. Eh bien, là, précisément, il y a fort à parier que vous étiez en train de mettre votre attention et votre énergie sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et donc, tout l'enjeu, c'est non seulement d'être capable de faire un pas de côté, de faire une pause dans n'importe quelle situation pour se dire, tiens, ici, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, et à partir de là, comment je vais agir ou ne pas agir. Et c'est ce que j'aime, moi, considérer en distinguant finalement deux zones, et je vais vous les expliciter un peu, ce que j'appelle la zone de pouvoir et la zone de lâcher prise. Juste avant de vous les expliciter, je voulais vous partager cette citation de Marc Aurèle, qui est très intéressante, qui nous dit: Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Donc à nouveau, dans ce courant de la philosophie, on retrouve aussi l'idée que nous avons du pouvoir sur nos jugements, sur nos perceptions, sur certaines de nos actions. En revanche, nous n'en avons pas sur les événements extérieurs, par exemple, notamment. Et donc l'idée, c'est de remettre son attention sur ce sur quoi nous avons du pouvoir. Et c'est tout l'enjeu de distinguer ces deux zones. D'une part, la zone d'acceptation ou de lâcher prise. C'est tout ce que je ne peux pas contrôler, tout ce qui est hors de ma portée, tout ce sur quoi je ne peux pas agir et ce qui ne dépend pas de moi. Vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, faire cet exercice un peu à l'image des exercices d'introspection qu'on a fait aujourd'hui, en prenant une feuille et en vous disant, tiens, dans cette situation que je traverse, ma zone d'acceptation, c'est quoi? Quels sont les éléments sur lesquels je n'ai aucun contrôle? Je les liste et à partir du moment où ils sont notés dans cette colonne, je m'en détache et je me détache de l'impact qu'ils ont sur moi, que ce soit mentalement ou émotionnellement. Mais souvent c'est insuffisant et souvent ce que j'aime faire c'est
En revenir à notre zone de pouvoir, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux contrôler, sur quoi je peux agir, ce qui dépend de moi. C'est de se dire, ok, tous ces éléments-là sur ma colonne de la zone d'acceptation, je ne peux pas agir dessus. En revanche, sur quels éléments je peux agir? Si je reprends mon exemple du métro, je ne peux pas agir sur la façon dont le trafic va redémarrer, je ne peux pas agir sur le chauffeur du métro, je ne peux pas agir peut-être sur l'heure de mon rendez-vous, mais il y a peut-être des choses qui sont en mon pouvoir, notamment me calmer émotionnellement. Peut-être que simplement ce qui est en mon pouvoir, c'est de mettre dans mes écouteurs une musique qui va me permettre de m'apaiser. Peut-être que ce qui est dans mon pouvoir, c'est de profiter de ce temps-là pour préparer mon rendez-vous. Peut-être que ce qui est dans mon pouvoir, c'est d'appeler mon interlocuteur pour le prévenir que je serai en retard. Peu importe. Mais souvent, la panne de métro va également avec une absence de réseau. Mais passons. En tout cas, c'est de remettre de la conscience sur ce qui m'est accessible immédiatement et à partir de là, de me concentrer là-dessus. Donc ça me paraît vraiment primordial, un, de l'avoir à l'esprit, mais au-delà de l'avoir à l'esprit, de le pratiquer consciemment et de faire cet effort de se poser la question, un, et deux, d'agir en fonction des réponses qu'on a obtenues. Enfin, les zones d'incertitude sont des zones de liberté. Si rien n'est sûr à ce stade dans votre vie, aussi inconfortable que cela puisse être, pourquoi ne pas créer, innover, essayer. Finalement, les périodes de transition, dans la mesure où elles nous confrontent à l'incertitude, sont aussi des merveilleuses périodes pour créer de la nouveauté, pour aller vers quelque chose de différent et pour créer ce mouvement qui peut parfois un petit peu nous manquer dans la vie. Et c'est précisément sur les mots de Nietzsche que j'avais envie de conclure aujourd'hui cette intervention, juste avant de vous demander une dernière fois de prendre un petit peu la parole. À savoir, il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir enfanter une étoile dansante. C'est vraiment euh, l'image même de la métamorphose qui parfois peut être douloureuse avec cette image du chaos et qui en même temps nous permet aussi de reconstruire à partir de cette perte de repère justement, de reconstruire à partir du doute, de reconstruire à partir de la destruction et d'aller vers une forme de transformation. Et c'est tout ce que je vous souhaite dans cette période de transition, c'est que même si elle peut être parfois difficile, même si elle peut s'apparenter à un chaos, elle est aussi un merveilleux vecteur de changement, de transformation, d'évolution, et elle peut vous rendre plus libre, plus heureux, ou peu importe ce que vous recherchez. En tout cas, elle est aussi à l'origine de ces transformations. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Merci et merci pour vous-même aussi d'avoir joué le jeu de l'introspection. C'est vraiment quelque chose de capital. N'hésitez pas à nouveau à continuer ce chemin d'introspection parce que c'est probablement l'œuvre de toute une vie. En tout cas, je peux difficilement vous dire autre chose en étant philosophe. Donc, continuez ce chemin et pour qu'on puisse conclure aussi ce moment passé ensemble. J'aimerais beaucoup que vous me partagiez dans le chat, alors soit un mot, soit une émotion, soit une prise de conscience, soit une réflexion, ce que vous voulez en tout cas qui représente aussi peut-être ce que vous avez traversé aujourd'hui, ce qui vous traverse. Et puis je vous mets sur le dernier diapo mes coordonnées. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Instagram notamment, mon adresse mail et mon site internet. S'il y a des questions ou des choses qui vous viennent, n'hésitez pas aussi à me contacter d'une façon ou d'une autre. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je suis ravie si l'intervention a été à la hauteur de vos attentes. Donc n'hésitez pas à me partager un petit peu là où vous en êtes. Ouais, la question de l'identité qui est assez fondamentale en effet dans la question de la transition et à laquelle on ne pense pas forcément et pour autant qu'on vit pleinement dans ces moments-là. Si vous voulez ne partager qu'un mot, même une émotion, ce que ce qui sera juste pour vous. Super si ça vous permet aussi d'avancer dans votre réflexion. Génial si les introspections, vous avez envie de les approfondir parce que c'est vraiment, vraiment l'idée.
Ouais, et en effet, ça peut être un peu rapide et le temps est court. Donc s'il y a une nécessité à regarder à nouveau, surtout n'hésitez pas. Donc génial. Je suis ravie si ça vous permet d'ouvrir des portes. J'aime beaucoup cette idée que la philo ouvre des portes. Donc si c'est ce avec quoi vous repartez aujourd'hui, j'en suis absolument ravie. Exactement, c'est complètement normal cette zone de flou. La question c'est comment on l'habite, comment on réussit à se mouvoir dedans. Donc c'est absolument sain même de traverser ça comme ça. Merci beaucoup à chacun et chacune pour votre participation. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle transition et surtout une belle réussite à l'issue de ce parcours. Très belle journée, merci à vous.